Merci beaucoup à tous les deux pour cette introduction. Donc je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de Georges Semprin. Peut-être, avant de commencer la discussion, je vais nous rafraîchir la mémoire sur le parcours de Semprin en quelques éléments pour que tout soit clair d'emblée. Julie a rappelé quelques éléments de son parcours. Il faut peut-être dire un mot de l'exil qui marque le début de sa vie. Semprin naît dans une famille de la grande bourgeoisie espagnole qui est très impliquée dans le destin de la Deuxième République. Son père, notamment, a des fonctions officielles importantes et la guerre civile entraîne l'exil. Son père a d'abord des fonctions de représentation, notamment à La Haye, où la famille s'installe. Et puis, en 1939, je crois, la famille s'installe à Paris. Semprin finit ses études secondaires au lycée Henri IV, où il me semble que vous avez enseigné, François. Et la guerre commence, et très tôt, alors qu'il commence des études de philosophie à la Sorbonne, Semprin s'engage dans la résistance. Il était de la manifestation du 11 novembre 1940 à l'Arc de Triomphe, un des premiers actes de résistance dus aux étudiants parisiens. Il sera très actif dans la résistance. Il est arrêté en 1943 dans Lyon par la Gestapo. Il sera torturé et cette expérience de la torture restera centrale dans sa mémoire et dans son œuvre. Il est déporté à Buchenwald peu après. Il y reste 2 ans. En 1945, il participe au soulèvement des déportés peu avant la libération du camp qui se produit le 11 avril. Et il rentre en France à la fin du mois, où s'ouvre alors une nouvelle phase importante de sa vie. Je n'ai pas dit que pendant la guerre, il avait adhéré au Parti communiste d'Espagne. Il en devient peu à peu un des cadres principaux, chargé de l'action clandestine du parti en Espagne contre le franquisme. Il sera membre du comité exécutif du parti. Il aura donc des fonctions très importantes, jusqu'à ce que, comme à peu près tout le monde, à un moment ou à un autre de la vie d'un communiste, il soit exclu du parti pour divergence sur la ligne. Cela se produit en 1964, et c'est justement le moment où il va commencer sa carrière d'écrivain, où il va se consacrer à l'écriture, puisqu'en réalité c'était 1963 qu'il a publié son premier livre, Le Grand Voyage. Je ne vais pas vous raconter toute son œuvre, nous sommes là pour ça. Nous insisterons, il a écrit sur beaucoup de sujets dans une œuvre d'inspiration autobiographique, peut-être essentiellement, mais il a parlé aussi de l'exil, de la guerre civile, de l'engagement communiste, des désillusions de cet engagement. Mais dans cette œuvre, le récit de l'expérience concentrationnaire est l'objet de plusieurs livres. Il y a Le Grand Voyage, on a déjà parlé de l'écriture ou la vie, il y a ce très beau livre qui est Quel beau dimanche, qui raconte une journée au camp de Buchenwald, et ainsi de suite. Nous reviendrons sur tout cela. Dernière chose sur son engagement politique, après le communisme, après qu'il a rompu avec le parti, il aura des fonctions très importantes en Espagne, puisqu'il va être ministre de la Culture du gouvernement socialiste de Felipe González entre 88 et 91, si je ne me trompe. Mais sa vie aura été, à partir des années 60, consacrée à l'écriture, et c'est de ça qu'on va parler. Comme Julie l'a rappelé, il est mort le 7 juin 2011, il y a 10 ans. Il a été inhumé dans un village de Seine-et-Marne, entouré du drapeau républicain espagnol, qui aura été aussi, cette guerre-là, un des fondements de sa vie et de son engagement. Pour commencer peut-être, et enfin vous donner la parole, j'aimerais bien vous entendre sur votre propre relation à l'œuvre et à la personne éventuellement de Semprin. Peut-être Françoise, en commençant par vous. Julie a rappelé que vous êtes l'auteur de la première thèse sur Semprin. Pouvez-vous nous dire comment, enfin Julie l'a esquissé, mais comment vous êtes allé jusqu'à cette œuvre, enfin, et qu'est-ce qui vous a décidé à consacrer une grande part de votre travail à l'œuvre de Semprin? Alors je ne veux pas vous raconter ma vie, mais tout de même c'est un souvenir d'enfance qui m'a amené à lire Georges Semprin et à travailler sur son écriture remarquable. Nous sommes en,
je pense mai 1945. Je suis avec mes parents, une enfant de la guerre, mais sans rapport avec la résistance, et je vois un magazine illustré qui peut-être était Paris Match, je ne réussis pas à trouver le renseignement, et je vois cette photo qui a fait le tour du monde, où on voit au camp de Buchenwald des déportés sur un chalit, des êtres squelettiques avec un regard halluciné. Georges Semprin dira dans plusieurs de ses œuvres un regard dévasté, dévasté par la mort qu'ils ont rencontrée, ne sachant plus très bien eux-mêmes s'ils sont encore vivants. Et sur cette image, évidemment, je pose des questions. Mes parents me donnent des réponses d'ordre historique et qui ne me satisfont pas, parce que bien que je sois très jeune, il me semble qu'il y a derrière tout ça ce que je n'appelle pas encore la question du mal. Et c'est en lisant beaucoup plus tard l'œuvre de Semprin que j'ai trouvé non pas des réponses totales à cette question du mal radical, comme il l'appelle, mais des éclaircissements et une façon peut-être de l'inclure dans ma vision du monde et d'y faire face. Et ce sentiment ne m'a pas quitté. Vous avez rencontré régulièrement Semprin, vous vous souvenez, vous l'avez rencontré à quel moment d'ailleurs? Alors, je l'ai rencontré d'abord parce qu'avant de faire cette thèse, j'ai fait un mémoire sur la signification des couleurs dans les livres de Semprin qui m'avait attirée parce que, en dehors de cette ombre tragique qui évidemment pèse sur ses livres, sur son écriture, il y a un rayonnement, il y a une espèce d'allégresse de la vie. Et j'avais trouvé que l'introduction des couleurs, qui sont dans dans une situation dialectique, le bleu par exemple est utilisé pour ce bleu de Madrid dont il est resté tellement proche, et il est aussi dans le bleu bleuâtre du tatouage d'Auschwitz. Donc après ce mémoire, j'ai fait une thèse et à ce moment-là, je lui ai écrit et il a accepté de me recevoir avec sa courtoisie coutumière et à partir de là, nous nous sommes vus et après, lors de conférences, lors d'hommages, et j'ai continué de le visiter, non pas très souvent, mais régulièrement, jusqu'au dernier mois de sa vie, et ça a été pour moi un grand bonheur. Corinne Benestroff, pardon, vous êtes psychologue. C'est mon premier métier, oui. C'est ça. Donc comment de la psychologie êtes-vous allé à l'œuvre de Semprin, à qui donc vous avez consacré une thèse? Il faut le mettre dans l'autre sens parce que c'est l'œuvre de Semprin qui conduit à la psychologie et pas l'inverse. Parce que c'est la littérature en fait qui rend sensible aux autres, qui fait qu'on va s'intéresser à eux, qui fait qu'on va entrer dans leur vie cachée, secrète, et que donc voilà, ça donne envie de découvrir. Donc moi j'ai découvert Semprin très jeune, un jour en marchant sur le boulevard Saint-Michel, à l'époque où il y avait beaucoup de librairies et des bacs avec des livres, et je suis tombée par hasard sur Le Grand Voyage, et ça a été un coup de foudre stylistique, parce que Semprin est bien sûr un témoin, mais c'est avant tout un grand témoin, je pense, parce que c'est un grand écrivain. Grand témoin au sens où on peut comprendre ce qu'il dit, parce qu'il arrive à utiliser des expressions, des manières de dire qui touchent directement à l'âme. Ce qui fait que quand on le lit, on est forcément ému, même si on ne comprend pas. Et c'est le travail après qui va permettre de comprendre. Mais qu'est-ce qui, après cette rencontre littéraire-là, qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer les années de travail d'une thèse à son œuvre? En fait, quand on rencontre un écrivain, bon, je pense que si on faisait un petit sondage dans la salle, tout le monde a connu cette expérience, heureusement.
l'écrivain, qui est un personnage qui n'existe pas finalement, mais en tout cas, les livres de l'écrivain deviennent des amis. C'est comme un ami qu'on attend, et quand on va dans une librairie, on le cherche. Et dès qu'on le voit, on se précipite sur lui. Donc, eh bien voilà, j'ai suivi les publications, et étant entre-temps devenue psychologue et m'étant occupée de beaucoup de personnes traumatisées, y compris traumatisées par les guerres, eh bien, c'est Semprin qui m'a aidée à comprendre les patients, en fait. Donc ça paraissait évident de travailler à partir de lui pour expliquer des choses aux vivants. Dans la continuité de cette expérience traumatique qui est au cœur de son œuvre. Et vous l'avez rencontré vous-même? Alors moi je l'ai rencontré sans le rencontrer. Je l'ai rencontré sur la place d'Appel lors de son dernier voyage à Borenwald. Et j'étais tout proche de lui et je lui ai porté ses affaires. Mais j'étais tellement pétrifiée que j'ai même pas osé lui dire bonjour monsieur. Alors j'étais pétrifiée, pas tellement parce que je suis particulièrement timide, mais il était déjà très fatigué. Et voilà, donc... mais voilà. vous ne lui aviez pas écrit pour préparer votre thèse? Si, mais Semprin est une célébrité encore plus à l'étranger que chez nous. Et il était, dans les dernières années de sa vie, extraordinairement sollicité par toute une kyrielle de thésards, nous ne sommes pas les seuls, mesdames, et en particulier de thésardes qui le poursuivaient de leurs assiduités dans toutes les langues du monde, ce qui fait qu'il en avait un peu assez de toutes ces, ces furies. Donc voilà. Alors, Eva Reynal, vous n'avez pas poursuivi Semprin de vos assiduités. Vous avez fait votre thèse très récemment, vous l'avez soutenue en fin 2019, c'est ça? Donc c'est la question rituelle de ce début de conversation. Comment vous-même êtes-vous tombé sur l'œuvre de Semprin? Il se trouve que moi je ne connaissais pas du tout Jorge Semprún, et j'avais 19 ans quand une copine de classe préparatoire m'a dit tiens, tu devrais lire Le Grand Voyage, c'est pas mal. Et on avait à l'époque en classe préparatoire tout un corpus littéraire classique à assimiler assez vaste. Donc je l'ai lu, je me suis dit oui, ça m'a interpellée parce qu'il y a cette phrase où il dit j'ai 20 ans, j'emmerde des souvenirs. Moi j'avais 19 ans, je me suis dit tiens, voilà, moi ça m'a marqué. Après, j'ai fait mon master à l'université Paul Valéry et je me suis plutôt concentrée dans ma recherche sur tout ce qui était littérature de la résistance et d'une certaine collaboration avec Vercors, Ernst Junger, etc. Mais au moment de la thèse, à l'université d'Aix-Marseille, je voulais non plus une relation spécifiquement franco-allemande, mais faire intervenir une troisième nationalité. Et je voulais une figure à la fois politique, littéraire, et qui puisse en même temps éclairer mes autres auteurs, parce que c'est vrai qu'Alfred Döblin, qui est allemand, on l'a un petit peu oublié. Vercors est peu réédité, même s'il garde un certain lectorat, et c'est là que je me suis rappelé de Jorge Semprún, et en particulier du Grand Voyage de l'écriture oulavier que j'ai étudié en m'appuyant sur votre corpus à toutes les deux de recherche. Voilà. Voilà aussi la transmission, d'ailleurs nous avons 3 générations de thèses et chacune s'est nourrie des précédentes. Pour rentrer un peu plus dans votre lecture, à toutes les 3 justement, de l'œuvre, d'abord peut-être il faudrait donner une perspective sur son rapport à la mémoire de sa déportation, c'est-à-dire sur les 20 années qui s'écoulent quasiment entre son retour de Bruenwald et l'écriture du Grand Voyage. Comment caractérisez-vous cette période-là? C'est une période de refus de se souvenir ou de témoigner, ou bien est-ce qu'il y a d'autres formes de témoignage avant qu'il devienne lui-même un écrivain et que par l'écriture il témoigne? Françoise Nicoladze peut-être pour commencer. Alors, il l'a dit, c'est une période d'oubli volontaire
traumatisme de la déportation. Je le cite, je le lis parce que j'ai trop peur de mal le citer. J'avais tout oublié, mais je peux me souvenir de tout. Après de longues années d'oubli volontaire, je peux me rappeler l'histoire des enfants juifs de Pologne. Mais il faut que je le raconte maintenant. L'histoire des enfants juifs, au nom des choses qui ont existé, non pas en mon propre nom, au nom des enfants juifs. Donc, après cette période de silence, il va se mettre à écrire. Alors, qu'est-ce qui a provoqué le passage du silence à l'acceptation volontaire de l'écriture? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, mais ça, Corinne en parle mieux que moi, c'est lié à l'histoire d'un traumatisme. Comment on émerge après un traumatisme de cette dimension. Ensuite, lorsque Georges Samprey commence à écrire Le Grand Voyage, il est en Espagne, dans la clandestinité antifranquiste, et il se trouve, à la suite d'une série d'arrestations par la police espagnole, obligé de rester 15 jours dans son logement pour ne pas donner prise à d'autres arrestations. Et pendant ce temps, monte la mémoire et, autre fait aussi extérieur, si je puis dire, il loge chez un communiste, un camarade communiste, qui a été lui aussi déporté, mais qui ne sait pas que Samprey, qui ne s'appelle pas Samprey, mais Federico Sanchez et bien d'autres noms de la clandestinité, qui ne sait pas par précaution que Samprey a été déporté. Et il lui raconte ses propres souvenirs de Mauthausen. Et Samprey, bien sûr, est plein de compassion envers ce frère qui a subi les mêmes souffrances que lui, mais en même temps, il est un peu agacé parce qu'il trouve qu'il raconte mal et que ce récit, aussi touchant qu'il soit, ne peut pas faire véritablement écho. Et donc l'envie peut-être de le réécrire à sa manière, ce qu'il a essayé de faire dès son retour de déportation, mais il n'a pas pu, puisque comme il le dit lui-même dans l'écriture ou la vie, et d'autres ouvrages aussi, cela le rapprochait trop de cette mort où ces morts fraternelles et horribles, dit-il, étaient mêlées aux vivants, et c'est pour ça qu'il a abandonné cette tentative d'écriture. Il dit quelque part, au moment d'entrer dans le camp, je ne peux pas. Mais 16 ans plus tard, il le pourra. Oui, en effet, Corinne Benestroff, parlons de traumatisme, puisque vous connaissez bien la question, et comme vous le disiez, sur cette période de silence-là, c'est peut-être un concept qui permet de comprendre, d'approfondir. Je pense à son deuxième roman, qui s'appelle L'évanouissement, qui est le roman du retour, justement, qui se présente comme une sorte de suite du Grand Voyage. Un retour, un évanouissement, enfin, c'est un acte, c'est pas métaphorique, le personnage s'évanouit, et il est aussi question d'amnésie. Enfin bref, il y a un certain panel du traumatisme dans ce livre-là. Alors oui, en fait, ce qui est particulièrement intéressant, entre autres choses, chez Samprey, c'est que toute son œuvre peut servir aux étudiants de médecine, de psychologie, etc., puisqu'il est à la fois un scrutateur de ses mouvements internes, ce qui fait qu'il arrive à expliquer, à la fois à décrire ce qu'il est en train de vivre, et en même temps d'avoir le recul suffisant pour analyser ce qui se passe. Donc effectivement, l'évanouissement, c'est le retour, aujourd'hui on dirait le syndrome post-traumatique, où le traumatisé va avoir toute une série de symptômes, des vertiges, des évanouissements, des cauchemars, des flashbacks, enfin il y a toute la panoplie clinique qui est racontée dans une langue absolument magnifique, extraordinairement poétique, et profondément émouvante. Mais pour revenir sur le silence de Samprey dont on parle souvent,
il faut quand même rappeler que quand on regarde le corpus des témoins, ceux qu'on appelle aujourd'hui les grands témoins, beaucoup ont fait comme lui en fait. Il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui ont témoigné juste au retour, comme par exemple David Rousset ou Robert Antel ou Primo Levi. Et puis il y a toute une grosse catégorie de personnes, un grand nombre, qui ont témoigné vraiment très longtemps après. Certains ont témoigné en prenant leur retraite. Il y a Bertrand Hertz, dont vous pouvez voir le cahier de guerre, qui était très jeune quand il a été déporté à Buchenwald. Il est décédé, j'en parle parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps. Son cahier est visible ici au mémorial de la Shoah. Il a témoigné en prenant sa retraite, à tel point que tous ses collègues lui ont dit « Mais enfin Bertrand, tu nous en as jamais parlé, comment ça se fait? Tu étais à Buchenwald à 14 ans, mais on l'a jamais su. » Et beaucoup ont parlé très tard, parce que cette expérience, elle est si difficile, si terrible. Justement, Eva Reynal, est-ce que, vous qui êtes comparatiste, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez passer à travers les différentes œuvres que vous avez étudiées pour cette thèse en particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui les rapproche, qu'ils ont en commun? Alors, il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir. Quand vous dites que Jorge Semprún ne peut pas écrire, voilà, que lorsqu'il s'agit d'entrer dans le camp, il n'y arrive pas. Petite ambiguïté sur le verbe pouvoir. En fait, il y a la citation très exactement, je le cite. Entendez-moi, il n'était pas impossible d'écrire, il aurait été impossible de survivre à l'écriture. C'est pas un syndrome de la page blanche ou de se dire je n'ai pas les mots, c'est juste que ça le tue en fait. Et deuxième chose, quand Madame Benestrov disait que voilà, il y a ceux qui publient au sortir de la guerre, donc Antel, Rousset, etc., et ceux qui le font après, il y a ce temps de digestion peut-être de l'événement, c'est pas très joli comme terme, mais enfin voilà, mais il y a aussi ce temps de décantation pour la réception, pour le public. Un autre auteur que j'ai étudié, Vercors, qui lui n'a pas été déporté, pour rappel, c'est celui qui a écrit Le silence de la mer. Mais lui, il avait une capacité d'écoute extraordinaire, il a été un des premiers auteurs non déportés à écrire sur ceux qui ont été déportés. Il a publié Le songe en 1942 et Les armes de la nuit et La puissance du jour, respectivement en 45, 46 et 50. Et même la réception de ces textes-là, déjà c'était inédit d'écrire ça pour quelqu'un qui n'avait pas été déporté, et même la réception, voilà, ça rencontre pas forcément un public massif. Et c'est pareil pour, par exemple, si on reprend le cas de Primo Levi, je crois qu'au début, quand il a eu publié chez Naudi, quelque chose comme ça, c'est quoi? C'est 500 exemplaires, enfin c'est rien du tout, et c'est ensuite qu'il y a cette réception extraordinaire de l'œuvre, et que là, ça commence à faire sens pour le grand public. D'ailleurs, anecdotiquement, enfin, ça a son importance, le Grand Voyage, je crois, a été d'emblée un succès, en revanche. Justement, c'était la bonne période, 63, c'est ça? Je peux rajouter quelque chose. Voilà. Il y a aussi une raison qui n'est pas véritablement avouée dans l'œuvre, mais qu'on peut lire dans le sous-texte. Au moment où Georges Semprin, à Madrid, commence à rédiger les premières pages du Grand Voyage, il est à ce moment-là en désaccord avec le Parti communiste espagnol. Depuis un an déjà, il formule des critiques à la fois sur l'action du Parti communiste espagnol en Espagne et sur le passé stalinien dont il connaît quelques traits, mais pas tous, en tout cas qu'il ne les a pas perçus au point d'ébranler ses convictions, mais il est dans un état d'incertitude et probablement au niveau de l'inconscient, tout cela travaille. Et c'est pas un hasard si c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire et à choisir, si je puis dire, une nouvelle identité, qui est l'identité de l'écrivain qui va succéder à l'identité du partisan communiste. L'identité de l'engagé, il est toute sa vie. Mais l'identité de fidèle du Parti communiste, c'est à ce moment-là qu'il commence sa rupture.
parce qu'il a été exclu du parti, bien sûr, mais il a tout fait pour être exclu par des critiques que le parti ne pouvait pas supporter à l'époque. Donc je pense que c'est assez lié, ce changement. Parce que, en fait, il a dit, être écrivain est tout de même sa véritable identité. Donc je pense que là, il a vu inconsciemment le moment de prolonger et d'épanouir en fait cette identité. Sur cette question d'identité, peut-être non. C'est passionnant, ce changement d'identité au milieu des années 60. Oui, alors, il se trouve que Semprin a vécu mille et une vies sous des noms d'emprunts divers et variés, que sa vie réelle ressemble à sa vie fictionnelle, que sa vie romanesque. Donc, on s'y perd et on s'y trouve forcément dans ces identités multiples. Moi, je l'ai lu, non pas du tout que j'ai forcément raison, mais je l'ai lu comme aussi des manières de survivre et de rester vivant en pouvant changer à chaque fois de personne, de langue, de langage, de nom. Et l'entrée en écriture, le fait d'être dans la claustration de cet appartement, confronté à soi-même, parce qu'il y a, je pense que Semprin était un hyperactif, c'est-à-dire qu'il faisait toujours 40 milliards de choses, et le fait d'être aux arrêts, comme dans une cellule, ça fait monter aussi ce qu'on ne veut pas peut-être voir tout de suite. Oui. Par rapport à ce que vous disiez, je rappelle que son dernier livre posthume s'appelle Exercice de survie, justement. C'est un bon résumé de sa vie à cet égard. Donc pour continuer sur son œuvre, il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure en résumant à très grands traits sa vie, c'est l'importance du cinéma dans sa vie. Il faut quand même en dire un mot, parce que ça a été un scénariste, et un grand scénariste pour René, Lozé, Yves Boisset, bon, et peut-être surtout pour Costa Gavras, puisqu'il a écrit avec lui Z, L'Aveu, enfin c'est des films importants qui ont marqué leur époque, comme ces livres l'ont fait. Enfin, et c'est-à-dire que cette nouvelle identité, au-delà même de l'écriture, est une identité portée par la fiction sous toutes ses formes. Et peut-être qu'on pourrait parler de ça, parce que jusque-là on a parlé de lui, de son témoignage sur l'expérience concentrationnelle, en évoquant d'autres auteurs comme Primo Levi, mais Primo Levi n'écrit pas... écrit des souvenirs. Semprin commence à témoigner par la fiction. Et donc j'aimerais beaucoup vous entendre toutes les trois sur la place de la fiction comme mode de témoignage chez lui. D'abord, pourquoi, quand il se décide enfin à écrire, dans les conditions que vous avez rappelées, pourquoi cette forme-là s'impose à lui? Enfin, est-ce qu'elle s'impose tout de suite à lui? Est-ce qu'il a parlé de ça? Enfin voilà, est-ce qu'il y a un choix de sa part? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à lui? Je ne sais pas qui veut commencer sur ce point. Françoise Nicoladze, peut-être. Alors, Eva Rena. Moi, si je fais erreur, mais il me semble que dans l'écriture ou la vie, il y a un passage, une discussion entre le narrateur, d'autres déportés. Alors, est-ce qu'ils viennent d'être libérés? Est-ce qu'ils vont être libérés? Je ne me rappelle plus exactement. Il y a des universitaires, il y a un peu de tout, et ils se disent, quand on sortira, quand on reviendra comprendre dans la société civile, auprès de nos proches, etc., comment on va raconter? Alors, il y en a qui disent, justement, il y a tous les avis à ce moment-là, ceux qui disent, moi je dirais rien, parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux dire? Ceux qui disent personne ne nous croira, donc c'est déjà voué à l'échec. Ceux qui sont très carrés, qui disent on va prendre des photos, on va filmer, on fera des archives, etc. Et là, le narrateur qui justement propose, c'est l'expression exacte, d'utiliser un peu d'artifice, et ce serait l'artifice de l'imagination. Voilà. Et puisque tout ce qui s'est passé est tellement extraordinaire, comprendre hors de l'ordinaire, hors des normes, c'est l'état d'exception en permanence dans le camp, que seule l'imagination permettrait de transmettre un tout petit peu ce qui a pu s'y passer. Donc c'est plus de réalité. En fait, l'imagination permet d'être plus près de la réalité par
en apparent paradoxe. C'est même le seul moyen, dit-il. C'est le seul moyen de rendre compte de l'essentiel de l'expérience. Pour Semprin, il le dit déjà dans Le Grand Voyage sous d'autres formes, mais c'est la fiction est le seul mode d'accès possible à la transmission de